propos de Pépites, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par une information qui ne fait pas encore les gros titres, mais d'après vous, ça ne devrait pas tarder. Oui, vous parliez de pépites, il s'agit de pépites d'or noir, parce que les conséquences sont énormes. Le prix du pétrole vient de passer sous la barre des $60, et la chute ne devrait pas s'arrêter là, prédisent les spécialistes. Il pourrait encore descendre sous les 50, voire même les $40. Alors, juste pour rappel, le prix de ce baril était supérieur à $80 en janvier dernier, et même $95 en septembre 2024. Alors c'est vrai que l'info ne fait pas encore les gros titres, mais le patron des Échos lui consacre tout de même son édito à la une et 2 pleines pages pour tenter de faire le tour de la question. D'abord, pourquoi cette baisse ? Eh bien, les principaux pays producteurs ont décidé d'ouvrir massivement les vannes. Conséquence, c'est d'abord une bénédiction pour Trump, qui peut espérer que la baisse du pétrole lui soit imputée et compense l'effet inflationniste de ces mesures douanières. Grand soulagement aussi des consommateurs, bien sûr. En France, notamment, le prix du samplon 95 est tombé à 1,65 € et celui du gasoil à 1,54 €. Autre conséquence, un bouleversement total de la production, avec des gisements qui du jour au lendemain ne sont plus rentables, des compagnies pétrolières comme BP qui sont en grande difficulté, et puis évidemment des conséquences environnementales avec des hydrocarbures moins chers et une énergie électrique qui devient moins concurrentielle. Et c'est dans ce contexte que le Sénat va débattre aujourd'hui de la politique énergétique de la France. Oui, l'opinion y consacre son plus gros titre parce que nous sommes peut-être à un point de bascule. Énergie renouvelable, le vent tourne, titre joliment le journal, qui souligne les oppositions aux ENR, comme on les appelle, les énergies renouvelables, qui sont de plus en plus prégnantes. En fait, la France consomme moins d'électricité que prévu, et nombreux ceux qui se posent la très bonne question de savoir s'il est raisonnable de continuer à investir massivement dans des éoliennes très chères, qui tournent quand elles veulent, alors que les centrales nucléaires sont, elles, sous-utilisées. Une petite musique est en train de se transformer en symphonie, écrit Irène Inchospé. Tout est prétexte aujourd'hui à taper sur l'éolien et le solaire. Et on parle également dans les journaux ce matin d'automobile. Oui, la transition est évidemment toute trouvée avec ce secteur qui est bien sûr l'un des gros consommateurs de ces énergies. Mais si le Figaro a réuni John Elkann et Luca de Meo, les patrons de Stellantis et de Renault, c'est moins pour parler de moteurs thermiques ou électriques que de politique de l'UE en la matière. Politique qui est en train de tuer l'industrie européenne automobile et notamment les producteurs de petites voitures bon marché. Quelques chiffres, là encore. L'an dernier, il s'est vendu 15 millions de véhicules dans les pays de l'Union, plus la Suisse et la Grande-Bretagne. En 2019, c'était 18 millions. Au rythme actuel, le marché pourrait être divisé par 2 en 10 ans. En fait, il y a 2 industries automobiles différentes en Europe, explique-t-il. Celle des petites voitures populaires comme celle de Stellantis et Renault, et celle des marques allemandes dont la priorité est l'exportation. Et ce sont elles qui ont la faveur de la Commission. Luca de Meo explique « Les règles européennes font que nos voitures sont toujours plus complexes, toujours plus lourdes, toujours plus chères, et que les gens, pour la plupart, ne peuvent plus se les payer. Entre 2015 et 2030, le coût d'une Clio aura ainsi augmenté de 40%, et c'est attribuable à 90% à la réglementation, affirme-t-il. Les 2 hommes sont formels. Le sort de l'industrie automobile européenne se joue cette année. Et l'inflation, c'est aussi par les normes que ça se joue. Il l'explique extrêmement bien. Passons maintenant, Olivier Delagarde, à la politique. Oui, on parle beaucoup de référendum ces derniers temps. Eh bien, ça se précise. Mais n'en déplaise à François Bayrou, cela ne sera pas sur la dette. Guillaume Tabar du Figaro semble sûr de ces infos. Mardi prochain, Emmanuel Macron sur TF1 devrait annoncer l'organisation de 2 ou 3 référendums. La liste des sujets n'est pas encore bouclée, écrit-il, mais il est probable que le président veuille soumettre aux Français un vaste projet de réorganisation territoriale. Il pourrait également y avoir une question sur le réarmement français et européen. Dans les Échos, Cécile Cornudet, qui dispose à peu près des mêmes infos, fait également le pari que la question des finances publiques ne sera pas abordée lors de ce scrutin. La politique avec aussi ses règlements de compte à gauche. Oui, alors avec d'abord la sortie demain d'un livre au vitriol sur LFI, livre écrit par 2 journalistes
du Monde et de Libération. Eugénie Bastier nous en parlait avec talent il y a un instant, je ne vais pas m'appesantir. Mais vous parlez plutôt de cette affaire qui se déroule au Parti Socialiste. C'est l'Opinion qui la révèle. L'histoire d'une tribune signée par une dizaine de cadres du PS, dont l'objectif était de réconcilier socialisme et sionisme. Fermez les guillemets. Eh bien, la réconciliation attendra, car Rima Hassan, la passionnariat pro-Hamas de LFI, a immédiatement accusé sur les réseaux sociaux le patron du PS de complicité avec le régime génocidaire de Benyamin Netanyahou. Refermez les guillemets. Alors, après quelques atermoiements, que croyez-vous qu'Olivier Faure a fait? Eh bien, il a fait retirer cette contribution du site de son parti. Fermez le banc. Bon, après toute cette violence politique, un peu de douceur maintenant. Gentil bisounours, un petit bisou, y a rien de plus fou. Bisous, bisous, gentil Voilà, et voilà vos oursons un petit peu niais. Les bisounours, l'info est dans les échos. Ces petits ours sont de retour. Ils avaient disparu des rayons, mais ils vont être relancés, explique Clotilde Briard. Alors, pour ceux qui seraient passés à côté de ce sommet de la culture européenne, les bisounours ont été créés dans les années 80. Leur côté mièvre a fait d'eux les symboles d'une vision idéalisée du monde. Ils ont chacun leur couleur. Et puisque vous aimez la politique, Dimitri, il y a le rose façon Olivier Faure appelé tout câlin et le bleu tout ronchon, tout Mélenchon. Mais pour chasser cet air entêtant, et puis parce que vous n'arrêtez pas de m'embêter, on va terminer avec ceci. Et pourquoi? Ah oui, la calasse, ça vous calme un peu. Hein. Bon, Carmen, évidemment. Carmen qui ne fait pas son âge, car elle a 150 ans. Et à l'occasion de cet anniversaire, le Figaro nous fait découvrir la première interprète du rôle, qui n'était donc pas la Calas. Elle s'appelait Célestine Galli-Marié. Une histoire étonnante que nous raconte Thierry Elié-Rito, celle d'une cantatrice qui fut bien plus qu'une interprète. Pour elle, Bizet a réécrit 13 fois son air d'entrée qu'on entend, cette fameuse habanera, pour qu'il soit le plus réaliste et le plus sensuel possible. Voilà, Célestine Galli-Marié, un peu tombée d'où l'oubli, qui ne fut pas juste une interprète, mais elle a co-créé un mythe, ça valait bien un coup de chapeau. Ah oui. Mais oui, elle n'eut pas l'honneur d'être immortalisée par le disque, et c'est sans doute pour cela qu'elle est un peu tombée dans l'oubli. Mais vous imaginez les versions précédentes, on aimerait entendre ça, à quoi ressemblaient les premières esquisses du Carmen de Bizet. Magnifique, merci beaucoup. Alors il y a Olivier. il y a une photo de Célestine. Merci beaucoup Olivier Delagarde pour ce moment de culture.